Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum et plus précisément d'Ethereum 2 ou la roadmap Serenity. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à suivre toutes ces évolutions. Donc c'est pour ça que j'ai voulu retracer un petit peu d'abord le passé, qu'est-ce qu'il y a eu avant cet Ethereum 2, et puis aller voir maintenant qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et j'ai basé cette recherche uniquement sur des tweets produits par Vitalik Buterin, donc qui n'est autre que le fondateur d'Ethereum, et de Consensus, qui sont les principaux développeurs derrière Ethereum. Et ça, c'est pour tout de suite. Avant de parler d'Ethereum 2 et de Sérénité, on va regarder un petit peu les évolutions qu'il y a eu avant cela. Et ça, c'est tiré donc du blog de Consensus. Alors, la première évolution, c'était Olympique en mai 2015, suivi de Frontier. On a eu Homestead et enfin Metropolis en octobre 2017. Donc Metropolis, ça a démarré avec Byzantium, dans laquelle il y a eu 9 EIP. Alors EIP, c'est quoi? Ça veut dire Ethereum Improvement Proposal. Donc on voit ici les différents EIP, mais donc ces 9 ont été mis en place et ça a été principalement pour assurer un petit peu plus de sécurité et une meilleure confidentialité. Ensuite, on a eu en février 2018 Constantinople, qui a eu, elle, 5 EIP, dont la fameuse 1234, qui est ici, voilà, qui a permis de réduire la récompense des blocs. C'était à l'époque 3 Ethereum par bloc, et on est passé suite à ça à 2 Ethereum par bloc, ce qui est pour l'instant encore applicable. Et ensuite, la dernière évolution qui était en octobre 2019, c'est Istanbul qui a introduit une nouvelle fonction de hash qui s'appelle le Blake 2, qui rend plus rapide la vérification et l'authentification des données sur la blockchain. Pour bien comprendre où on en est, j'ai trouvé que ce diagramme et cette roadmap qui est tiré du site de Consensus explique bien vraiment où on était et où on va. Donc on voit en rouge ici Metropolis qui se termine avec Istanbul. Et donc c'est les évolutions Ethereum 1.x, et on a ici la Beacon Chain dont on va parler un petit peu après, qui est la phase 0 de Serenity. Et Serenity, donc c'est le nom qui est donné à cette nouvelle roadmap pour Ethereum 2.0, et donc qui démarre en fin 2019 pour s'étendre jusqu'à 2022. Alors on va démarrer tout de suite avec le premier tweet. Donc il y a un tweet qui date du 16 mars 2020 de Vitalik Buterin lui-même, et qui est en fin de compte cette roadmap 2.0 expliquée ici dans un diagramme. On ne peut pas zoomer plus sur le diagramme, ce qui est un petit peu dommage, donc c'est un petit peu difficile à voir. De toute façon, c'est tellement complexe que je pense que seuls des génies comme Vitalik Buterin peuvent le comprendre, mais on va voir, heureusement, il y a d'autres sources d'informations. Alors, ce qu'il dit par contre dans son tweet, c'est que sa vue des évolutions, ici, c'est pour les 5 à 10 prochaines années. Donc l'évolution d'Ethereum 1.0 vers 2.0, elle va prendre beaucoup de temps, mais heureusement, nous, ce qu'on va s'intéresser dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les 1 à 2 années à venir. Parce qu'après, on fera d'autres vidéos, bien sûr, pour la suite. Et puis encore aujourd'hui, très très peu d'informations sur les 5 à 10 prochaines années, comme il le dit ici dans son tweet. Alors, qu'est-ce qui a fait que Ethereum évolue beaucoup moins rapidement que d'autres blockchains?
C'est qu'il y a un gros souci d'être toujours compatible, quelles que soient les évolutions. Donc à chaque fois qu'il y a une mise à jour, elle doit être pensée et repensée. Donc elle doit être compatible, deux, il ne doit surtout pas y avoir de bugs, parce que Ethereum est une blockchain qui commence déjà à être utilisée en production, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des bugs qui pourraient permettre le hack de la blockchain. Et en tout cas, ce concept de compatibilité est pas respecté par toutes les blockchains. Par exemple, si on prend la blockchain Neo, la blockchain chinoise, elle est en train de passer de la version 2.0 à la version 3, mais ça va se faire par un hard fork et il va y avoir les tokens qui vont être remplacés. Avec Ethereum, les évolutions vont se faire beaucoup plus en douceur et il y aura de la compatibilité qui va être assurée tout au long. Alors toujours le 18 mars, Vitalik a fait un deuxième tweet où il a listé les grandes évolutions techniques qui, soit dit en passant, ne sont pas forcément listées dans un ordre chronologique de mise en place. Alors le premier, c'est le sharding et le ZKP pour Zero Knowledge Proof qui va permettre de réduire les coûts de vérification des transactions. Ensuite, il liste le Proof of Stake et plus le Proof of Work. On va y revenir bien sûr dans cette vidéo. Le Stateless Verification, les supports des smart contracts arbitraires et la prise en charge d'une forte confidentialité. On va revenir un instant sur cette image et on voit donc que la phase 0 qui a déjà démarré, dont on va parler maintenant, c'est le Beacon Chain. Ensuite, 2020, phase 1, donc c'est le Shard Chains. Ensuite, 2020-2021, plus certainement, c'est le EWASM, donc qui est la phase 2, et le Continued Improvement en phase 3, mais là, c'est 2022, c'est beaucoup plus loin. Donc, on va démarrer par le Beacon Chain, donc la phase 0. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un white paper spécifique sur ça, on va y revenir après, mais en tout cas le testnet de la Beacon Chain a été lancé le 7 mai 2020, donc c'est la première phase du Ethereum 2.0 qui intègre déjà le Proof of Stake et le sharding. Donc cette Beacon Chain, en fin de compte, c'est une nouvelle chain qui va former vraiment l'épine dorsale d'Ethereum 2.0 et ça va notamment permettre de pouvoir lier les futurs sharding, mais plus important que ça va aussi incorporer directement le Proof of Stake. Alors donc il y a ce white paper qui explique en détail ce que c'est que ce Proof of Stake. Alors c'est un mécanisme qui s'appelle Caspar FFG, donc pour Friendly Finality Gadget, et c'est un white paper donc qui est notamment écrit par Vitalik Buterin, mais pas que, et c'est un document qui est quand même assez complexe, à part l'introduction. Après on rentre rapidement dans des formules mathématiques assez compliquées. Je vais quand même mettre le lien en bas dans la description. Donc ce Caspar FFG ou Proof of Stake, il va pouvoir aussi pendant certainement un temps côtoyer encore le Proof of Work qui est aujourd'hui le consensus qui est utilisé actuellement. Mais donc petit à petit, ça va passer d'un système hybride vers à terme un système uniquement donc Proof of Stake, POS. On va maintenant regarder quels sont les principaux avantages de Casper et du Proof of Stake. Le premier avantage du Proof of Stake, c'est de rendre Ethereum plus respectueux de l'environnement, car les ressources électriques pour maintenir le système Proof of Work, elles sont très exigeantes, alors que le Proof of Stake, lui, demande beaucoup moins de puissance informatique, donc beaucoup moins de consommation électrique, et même des ordinateurs personnels vont pouvoir remplacer les ordinateurs qui sont aujourd'hui des ordinateurs super puissants. Donc ça va permettre en même temps de réduire la centralisation, car le staking sera accessible par un plus grand nombre de monde. Aujourd'hui, le Proof of Work, c'est vraiment accessible uniquement, quasiment que par des entreprises qui ont vraiment les moyens de mettre la puissance de calcul.
En 3, donc, ça va aussi permettre de réduire le risque des attaques dites 51%, car les validateurs, ils auront leurs tokens stackés sur le réseau. Et de plus, Casper, c'est un système qui est un petit peu différent des autres systèmes Proof of Stake, comme on les connaît avec d'autres blockchains. Ici, avec Casper, on peut punir, donc Casper peut punir les validateurs malicieux, car les tokens qui seront stockés sur la chaîne pourront être perdus si le validateur ne respecte pas les règles du Proof of Stake. Donc les gars ils vont faire attention parce qu'ils savent que s'ils font quelque chose de malicieux, ils vont tout simplement perdre leur token. En 4 aussi, ça va permettre de réduire la durée des blocs. Actuellement, les blocs qui sont minés, ils sont en moyenne minés toutes les 15 secondes. Avec Casper, ça devrait tomber à 7,5 secondes, voire peut-être même un petit peu moins. Alors le Proof of Stake, comme c'est dit dans son nom, ça apporte le staking. Donc n'importe qui va pouvoir staker de l'Ethereum à condition d'avoir 32 Ethers, comme l'a dit Vitalik Buterin dans son tweet du 2 juin 2018. Donc au cours d'aujourd'hui, ça veut dire qu'à $173, comme il faut 32 Ethers, ça veut dire qu'il faut à peu près $5540, soit environ 4900 € pour pouvoir stacker et devenir un validateur. Alors, les validateurs, ils auront des obligations. Hein. Ça veut dire que pour pouvoir stacker, ils vont devoir aussi choisir des contrats d'une durée de 3, 6, 9 ou 12 mois. Et ça va être inscrit dans un smart contract. Ça veut dire que pendant ces durées, ils ne devront pas arrêter de stacker leur Ether. Sinon, ils pourront avoir des problèmes. Ils pourront peut-être avoir leur contrat invalidé si jamais ils arrêtent pendant un temps de stacker les Ethers. Donc ça veut dire que, en tout cas, ces Ethers vont être bloqués dans le wallet Ethereum pendant la durée du smart contract. Aussi, autre chose qui est intéressante de noter, c'est que si on va sur GitHub et qu'on se réfère à l'IEP 10.11, on voit que le nombre d'Ethers va passer, alors il n'est plus à 3 aujourd'hui, mais bon, à l'époque il était encore à 3 Ethers par bloc. Il va passer en tout cas à 0,6 quand on aura le concept de Casper FFG. Donc ça veut dire que, comme on sait que la durée des blocs, elle a été diminuée, ou elle va être diminuée par 2 à 7,5 secondes à la place de 15 secondes, ça veut dire que dans une durée de bloc actuelle de 15 secondes, il y aura 1,6 Ethers comparé aux 5 initiaux, 3 il y a quelques temps et 2 actuels. Donc on va passer de 1,2 Ethers, de 2 Ethers à 1,2 toutes les 15 secondes quand il y aura Casper FFG. Alors la question bien sûr que tout le monde se pose, c'est combien on va pouvoir gagner annuellement en pourcentage en stakant ces Ethereum. Là, on a un article qui dit qu'on peut gagner jusqu'à 10% par an, mais c'est pas aussi simple parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Ici, je vais laisser cet Ether 2 Calculator qui montre un petit peu tous les paramètres qui peut y avoir. Et croyez-moi, j'ai regardé, il y en a vraiment beaucoup. Un des paramètres les plus importants, c'est bien sûr combien d'Ethers vont être stackés. Plus il y aura d'Ethers stackés, moins le pourcentage annuel sera important. Et là, il y a un autre calculateur qui est un petit peu plus facile à utiliser, peut-être un petit peu moins précis, mais là qui montre en ce moment qu'on pourrait obtenir du 9% par an. Coupé, alors que la vidéo était terminée, qu'elle allait pouvoir être mise en ligne, il y a eu l'info suivante que le testnet appelé Topaz a été lancé le 16 avril. Et 2 jours après, soit le 18 avril, il y avait déjà 20 000 validateurs en simplement 2 jours. Donc c'est quand même, ça montre que c'est un testnet qui va être déjà testé et utilisé par beaucoup de validateurs.
Et on apprend aussi dans cet article que le mainnet devrait être lancé au mois de juillet 2020. Donc je pensais que ça valait le coup d'éditer la vidéo. Maintenant, on peut retourner à la suite en regardant la phase 1 ensemble, qui est la phase de sharding. Alors on passe du beacon chain dont on vient de parler, qui est cette phase 0, vers la phase 1 qui est le shard chain ou sharding, qui va être introduit probablement fin 2020, voire peut-être 2021. On sait que habituellement, Ethereum est toujours un petit peu en retard, donc on ne sait pas vraiment dire quand est-ce que ça va intervenir, mais ce serait donc d'ici quelques mois, voire maximum un an. Alors le sharding, ça permet de faire quoi? Donc le sharding, ça permet l'augmentation massive de performance, comme l'indique ici le 18 mars Vitalik Buterin, et il termine son tweet en disant que Ethereum 2 mise tout sur l'augmentation de performance. C'est ce qu'il dit à ce niveau-là. Ensuite, dans un autre tweet, toujours le 18 mars, il explique un petit peu ce que c'est que le sharding. Donc le sharding permet une architecture où chaque ordinateur ne traite qu'une petite partie des transactions dans le système à la place de traiter toute une transaction. Donc ça veut dire que les transactions vont être décortiquées en tâches et chaque ordinateur, pour simplifier, va simplement exécuter une tâche. On pourrait prendre un peu une analogie avec une usine où un ouvrier, il est en train de monter tout seul un moteur de voiture. Ça prend beaucoup plus de temps que si on divise les tâches entre plusieurs ouvriers qui vont chacun sur une chaîne de montage monter juste une partie du moteur, et donc ça va aller beaucoup plus vite. C'est exactement ce que va faire le sharding, ça va rendre Ethereum beaucoup plus efficace. Et donc quand on est beaucoup plus efficace, qu'est-ce qui se passe? On va aller ici sur le dernier tweet. Ça va permettre à Ethereum 2 de passer de 20 transactions par seconde à plus de 100 000 transactions par seconde. Donc on comprend que c'est vraiment une évolution majeure d'Ethereum qu'on attend tous avec impatience. Après le shard chain, on va passer à EWASP, et là, EWASP, phase 2, on est sûr que ce sera en 2021, voire peut-être 2022 s'il y a du retard. Alors on a beaucoup moins d'informations sur EWASP aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, les EVM, donc Ethereum Virtual Machine, elles permettent au smart contract d'exécuter les transactions de manière séquentielle. Et pour plus d'efficacité, il y aura le EWASM pour Ethereum WebAssembly. Donc Ethereum WebAssembly, c'est un standard d'abord open source. Et aussi avec ce passage sous EWASM, ça va permettre de développer les smart contracts en d'autres langages que Solidity, qui est actuellement l'unique langage pour développer les smart contracts sous Ethereum. Et donc d'autres langages vont être supportés par les machines virtuelles. Il y aura le C, il y aura le C++, le JavaScript et le Rust. Et ensuite, il y a cette fameuse phase 3, Continued Improvement, qui démarrera à partir de 2022, mais aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette phase numéro 3. De toute façon, je pense qu'on aura le temps d'ici 1 ou 2 ans de refaire une vidéo pour voir précisément ce que contient cette phase 3. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!